Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire consacré à l'application Mecaprev. Alors, ce webinaire est organisé par l'Institut national de recherche et sécurité. Ce webinaire va durer 1 heure. Pendant les 40 premières minutes, je vais vous faire une démonstration du logiciel Mecaprev que vous pouvez trouver sur Internet. Et les 20 dernières minutes du webinaire seront consacrées à la réponse aux questions. Alors, questions que vous avez pu poser lors de votre inscription, mais également les questions que vous pouvez poser en direct en utilisant le petit module questions que vous avez sur le côté de votre application. Alors, pendant ce webinaire, Jacques Marceau va justement collecter vos questions et les synthétiser pour que je puisse y répondre en fin de session. Et Nicolas Schmitt va s'assurer que la technique fonctionne bien, que le webinaire est en place. Alors, voyons maintenant le sommaire de ce webinaire. Je vais vous présenter tout d'abord Mecaprev dans les grandes lignes, à quoi ça sert, quel est le but de cette application. Puis je vous présenterai le principe d'utilisation de Mecaprev avant d'entamer une longue partie sur de démonstration en ligne de l'application Mecaprev, voir comment on l'utilise et voir ce qu'on peut y trouver. Ensuite, on passera à la partie questions-réponses. Et enfin, avant de nous quitter, je vous donnerai quelques pistes pour aller plus loin sur la recherche de solutions ou la recherche d'informations lorsqu'on conçoit une machine en intégrant la sécurité des opérateurs. En Mecaprev, c'est quoi? Quel est le but de cette application? Bien, Mecaprev, c'est une application qu'on trouve sur Internet et c'est une bibliothèque interactive qui va contenir des grands principes de prévention et des exemples de solutions pratiques pour faire face aux risques mécaniques, pour faire face également au bruit généré par les machines, et avec également des règles d'ergonomie physique à appliquer sur les machines fixes. Donc Mecaprev, c'est un outil qui va être utilisé pour concevoir des machines et donc principalement destiné aux concepteurs de machines, concepteurs de bureaux d'études, ingénieurs, techniciens, projeteurs, mais également les personnes qui vont travailler en bureau méthode ou dans les services maintenance et qui vont être amenés à reconcevoir, modifier des machines ou modifier des postes de travail pour s'adapter à des nouveaux soucis de production. Alors, Mecaprev intéresse également les préventeurs lorsqu'ils participent à un projet de conception ou lorsqu'ils ont besoin d'avoir plus d'informations sur des solutions ou sur des principes de prévention. Alors, Mecaprev n'agit pas seul. Mecaprev s'intègre dans toute une démarche qui s'appelle la démarche de prévention intégrée. Alors cette démarche, elle est dictée par la loi, par la directive machine. C'est une directive européenne qui a été retranscrite dans le droit français. Et cette loi, elle oblige les concepteurs de machines à penser dès le début de la conception à la sécurité des futurs utilisateurs de la machine. Et en plus de cette obligation, la loi impose une démarche pour réduire ces risques. Alors, la première étape de cette démarche, c'est d'apprécier les risques, c'est-à-dire de faire la liste de tous les phénomènes dangereux qui sont présents sur votre machine. À chacun de ces phénomènes dangereux, vous allez attribuer une note, c'est-à-dire faire une évaluation, notamment en fonction de la gravité de ce phénomène dangereux, quels sont les dommages qu'ils peuvent impliquer à un opérateur. Puis, une fois que vous avez fait toute cette liste et trié tous vos phénomènes dangereux, vous allez tous les prendre en compte un par un pour trouver des solutions de prévention, pour les éliminer complètement ou les réduire. Alors c'est là qu'intervient l'application Mecaprev. En consultant cette application, vous trouverez des grands principes de solutions, vous trouverez des exemples d'applications pour justement réduire ces phénomènes dangereux, réduire les risques pour les opérateurs ou les éliminer complètement. Après cette étape, si malgré tout il reste des phénomènes dangereux encore présents, réduits mais pas suffisamment, il faudra alors les noter dans la notice d'utilisation de la machine pour que l'utilisateur de votre machine puisse s'équiper, se protéger, par exemple en portant des équipements de protection individuelle. Donc voilà comment s'intègre Mecaprev dans la démarche globale de prévention intégrée. Maintenant, voyons quel est le principe d'utilisation de Mecaprev. Mecaprev, comme je vous le disais, c'est une application web qu'on va trouver sur Internet, qui se présente sous la forme d'une page contenant 3 fenêtres dynamiques. La première, en haut à gauche, présente une arborescence des phénomènes dangereux.
qui est ici. Quand vous allez choisir l'un de ces phénomènes dangereux, vous aurez accès à une deuxième arborescence en bas à gauche qui vous proposera des solutions de prévention ou des exemples de solutions. Dans la troisième fenêtre, vous verrez apparaître justement beaucoup plus d'informations sur le phénomène dangereux choisi ou sur la solution que vous avez sélectionnée. Autour de ces fenêtres, vous avez un lien vers le site INRS pour avoir d'autres informations. Vous avez également un outil de recherche par mots-clés, un outil d'aide dans lequel vous allez trouver une notice d'utilisation de Mecaprev et également un rappel sur la démarche de prévention intégrée. Tout en bas de la fenêtre, vous allez trouver un formulaire de contact qui vous permettra de nous partager votre expérience, par exemple. Et enfin, sur chaque fiche, vous avez ici une petite icône qui représente une imprimante qui vous permet d'imprimer la page lorsque vous voulez conserver les informations qu'elle contient. Nous allons maintenant passer à la partie démonstration du logiciel. Donc, comme je vous le disais, c'est un logiciel qu'on trouve sur Internet. Donc, pour retrouver ce logiciel, vous utilisez votre navigateur Internet et dans votre moteur de recherche, vous tapez le nom de l'application Mecaprev. Parmi les liens, vous cliquez sur le lien qui apparaît vers Mecaprev et vous arrivez sur cette page d'avant-propos, la page d'accueil de l'application Mecaprev. Alors, sur cette page, vous allez retrouver un petit descriptif de l'application. Vous avez également une phrase qui vous rappelle que Mecaprev propose des solutions et des exemples de prévention par rapport aux risques lorsqu'on conçoit des machines, mais qu'au final, c'est vous-même, en tant que concepteur de machine, qui êtes seul responsable des choix que vous avez faits comme solution de prévention pour protéger les utilisateurs de la machine. Si vous êtes d'accord, en bas de la page, vous cochez et vous validez. Et nous arrivons sur la page Mecaprev que je vous présentais tout à l'heure. Donc, on va d'abord s'intéresser ici à la fenêtre en haut à gauche qui vous propose une liste des phénomènes dangereux. Alors, comme on peut le voir, pour l'instant, dans Mecaprev, on traite des phénomènes dangereux d'origine mécanique, ceux liés au respect des principes ergonomiques et ceux engendrés par le bruit. Alors, comme on peut le voir, il n'y a que 3 familles pour l'instant. Si on se réfère à la norme ISO 12100, en annexe de cette norme, on voit qu'il y a en tout 10 familles différentes de phénomènes dangereux. Donc, ces 10 familles, pour l'instant dans Mecaprev, on n'en traite que 3, et à l'avenir, elle se sera complétée en fonction du succès de l'application auprès des concepteurs de machines. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que si je clique sur l'un des phénomènes dangereux, sur la fenêtre de droite, j'ai beaucoup plus d'informations sur ce phénomène, et en bas, si je change de phénomène dangereux, je vois que les solutions proposées vont changer, ici, dans cet onglet. Alors, voyons en détail les phénomènes dangereux proposés. Donc, dans les phénomènes dangereux d'origine mécanique, si j'ouvre l'arborescence, ici, je vois que la première fiche m'indique les phénomènes dangereux d'origine mécanique liés à la gravité terrestre. Je clique, j'ouvre la fiche. Alors, sur cette fiche, et toutes les fiches auront la même présentation, je vais avoir une information sur l'origine du phénomène dangereux, qu'est-ce qui physiquement peut provoquer ce phénomène dangereux. J'ai ensuite des exemples de situations dangereuses, dans quel cas, par exemple, un opérateur peut être sous une charge qui peut tomber sur lui. J'ai ensuite des exemples d'événements déclencheurs, qu'est-ce qui fait qu'on peut passer de la situation dangereuse à un accident. Et enfin, des exemples de dommages, ces accidents, quels effets peuvent-ils avoir sur un homme. Alors, ces 4 rubriques, c'est pour vous permettre de mieux cerner le phénomène dangereux, savoir si ça correspond bien à ce qui est présent sur votre machine. Vous avez également d'autres types d'informations, comme des récits d'accidents ou des liens vers plus d'informations. Avec par exemple ici un lien vers le site de l'INRS, pour avoir des informations sur la prévention des risques de chute en hauteur.
J'ai également dans les risques d'origine mécanique d'autres familles. Une famille qui est très importante, c'est celle qui est liée aux énergies des machines. Donc on voit dans cette famille qu'il y a différents types. Par exemple, l'accélération et la force. Donc l'accélération et la force, si je clique sur cette fiche, j'aurai ici un petit descriptif. Donc ça fait référence, par exemple, à des pièces qui peuvent être éjectées lorsqu'on met en route un tour ou une perceuse. J'ai également les risques liés aux éléments élastiques. Dans l'exemple ici, c'est un ressort qui est comprimé et qui peut libérer son énergie à n'importe quel moment ou lorsqu'il sera démonté. J'ai également les risques liés au gaz ou liquide sous pression. Alors ici, par exemple, on montre un vérin qui contient de l'huile sous pression. Lorsqu'on va démonter ce vérin, on risque de recevoir de l'huile sous pression dans les yeux, par exemple. J'ai également les inerties des masses en mouvement, avec par exemple une vidéo ici, où on voit une machine de broyage avec des éléments coupants ici, qui ont une certaine inertie. Et avec l'inertie qu'ils ont, si on appuie sur l'arrêt d'urgence, si l'opérateur appuie sur l'arrêt d'urgence, malgré la demande d'arrêt, les éléments vont continuer de tourner. Et si on n'empêche pas l'opérateur de rentrer dans la machine, alors il risque de se couper alors qu'il avait appuyé sur l'arrêt d'urgence. Donc ça, ce serait pour illustrer l'inertie des masses en mouvement, donc un des phénomènes dangereux. Et enfin, on peut avoir également des éléments qui sont soumis au vide ou à la pression, comme des réservoirs, ici. Alors voici pour cette famille. Mais dans les phénomènes dangereux d'origine mécanique, on a également ceux qui sont liés aux formes des pièces et aux outils. Alors si je déplie cette partie de l'arborescence, je vois que je peux avoir dans cette catégorie des angles rentrants. Alors qu'est-ce qu'un angle rentrant? C'est un angle qui se produit entre, quand on conçoit par exemple un tapis d'amener de pièces, c'est un angle qui se crée entre le rouleau et le tapis. Si je mets ma main à cet endroit-là, je risque de me faire happer par le rouleau et le tapis et d'être entraîné dans l'ensemble. Une autre source de phénomènes dangereux, ce sont les formes dangereuses, telles que les outils coupants ou poinçonnants. Je peux aussi avoir des pièces ou des outils en mouvement. Par exemple, ici, sur cet arbre, j'ai une clavette, et lorsque l'arbre va tourner, je peux être heurté par la clavette si j'ai ma main à proximité. Je peux avoir également dans ma machine des éléments qui se rapprochent l'un de l'autre. Par exemple, ici, c'est un bras de levier qui se rapproche du bâti, et là, j'ai un risque de coincement à cet endroit-là. Alors, je peux également avoir des machines qui bougent, comme par exemple, ce serait la table d'une fraiseuse, et qui risquent de coincer l'opérateur, non pas contre la machine, mais contre l'environnement de l'atelier, par exemple ici, contre un mur. Donc ça, il faut bien se rappeler, quand on va faire l'analyse des risques de sa machine, il faut prendre l'ensemble des risques internes à la machine, mais également l'ensemble des risques produits par la machine lorsqu'on la place dans son environnement. Enfin, dernière famille des phénomènes dangereux d'origine mécanique, ce sont liés au calcul, au mauvais calcul de la résistance des matériaux. Ce serait une résistance inadéquate des matériaux. Par exemple, ici, une élingue pour laquelle on aurait fait un mauvais calcul ou pour laquelle on n'aurait pas utilisé les coefficients de sécurité pour porter une charge donnée. Alors voilà pour les phénomènes dangereux d'origine mécanique. De la même manière, je peux ouvrir l'arborescence pour les phénomènes dangereux liés au non-respect des principes ergonomiques. Je peux avoir ceux qui sont liés à l'accès aux machines. J'ai également des informations sur la charge mentale. Lorsqu'on a trop de travail, un travail trop complexe ou difficilement compréhensible pour les opérateurs. Je peux également m'intéresser à l'interface homme-machine et voir l'effet que ça a sur le travail de l'opérateur. Et j'ai enfin les risques qui sont liés aux postures, aux efforts ou à la répétitivité des gestes. Enfin, dernière famille de phénomènes dangereux présents dans Mecaprev, c'est la famille du bruit généré par les machines. Alors maintenant, je vais prendre un exemple d'utilisation de Mecaprev, comme si j'étais un concepteur qui doit réaliser une machine. Alors, imaginons que je reçois un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, j'ai besoin, on me dit que je dois créer un mouvement linéaire. Et moi, en tant que concepteur, je choisis une solution qui est de transformer le mouvement de rotation d'un moteur en mouvement linéaire par un
système de bielle-manivelle. Alors un système de bielle-manivelle, ça me crée un risque d'origine mécanique, créé par des pièces et des outils. Et dans ce système bielle-manivelle, j'aurai un rapprochement de deux éléments. Donc ça devrait ressembler à ceci. J'aurai donc une bielle et une manivelle et un risque de coincement entre la bielle et la manivelle. Donc dans mes cas-preuves, quand j'ai choisi ce phénomène dangereux, et que ce phénomène dangereux correspond bien à ce qui est présent sur ma machine, alors je peux consulter les exemples de solutions de mesures de prévention qui sont proposées. Dans cette fenêtre, je vois que les mesures de prévention sont présentées dans un certain ordre. Le premier onglet concerne les mesures de prévention intrinsèques. Alors pourquoi cet ordre? Parce qu'on respecte la loi, et dans la directive machine, on précise bien que la première démarche que doit faire le concepteur une fois qu'il a identifié tous les phénomènes dangereux, c'est de les éliminer complètement, éliminer les phénomènes dangereux ou les réduire intrinsèquement, c'est-à-dire par conception même de la machine. En trouvant des astuces de conception, en modifiant son choix de principe physique, il peut complètement éliminer le phénomène dangereux. Alors reprenons mon exemple, j'ai un système bielle-manivelle et je cherche une solution de prévention pour éliminer ce phénomène dangereux. Je peux par exemple modifier la forme de ma pièce. Donc je clique et ici j'ai donc une fiche qui me montre le principe. Alors par exemple par principe on me dit que modifier les formes c'est pour supprimer, modifier les formes des pièces et des outils, je peux modifier, supprimer la zone dangereuse. J'ai un petit exemple ici en vidéo. Donc on reprend le phénomène dangereux. J'ai ma bielle qui fait je peux me faire cisailler contre le bâti. Si je change la forme du bâti, il n'y a plus d'endroit où je peux être cisaillé. Au pire, mon bras sera poussé, mais il n'y aura plus de coincement ou de cisaillement du bras contre la machine. Donc ça, c'est pour expliquer le principe de modifier les formes et d'ainsi éliminer le phénomène dangereux dès la conception. Si je veux, je peux avoir accès à des fiches exemples, comme ici. Alors sur cet exemple, on me dit que ça peut être par exemple une vis sans fin qui est utilisée pour amener des granulés plastiques vers une presse d'injection plastique. Alors souvent, dans ce type de convoyage de grains, il y a un risque pour l'opérateur qui fait le chargement des grains d'avoir les doigts coincés entre la vis sans fin qui est ici et le bord du conduit. S'il met ses doigts, la vis va pousser les doigts et les doigts seront ensuite cisaillés contre l'arête du conduit. Alors pour éliminer ce phénomène dangereux, en modifiant par conception intrinsèque, on peut modifier la forme de la vis. C'est ce que le concepteur a fait ici. Il a fait une réduction du diamètre juste au niveau du chargement des granulés. Et ainsi, en mettant une réduction appropriée, si l'opérateur met ses doigts dans le conduit, les doigts seront poussés par cette partie de la vis, mais à aucun moment ils ne seront coincés entre la vis et le bord du tuyau. Donc on fait ici référence à un écartement minimal pour sauvegarder les doigts ou les mains d'un opérateur. Alors l'intérêt de mes cas-preuves, quand on est sur une fiche comme ça, c'est qu'on a des exemples de mesures de prévention. On peut donc choisir de les appliquer à sa machine, mais on peut également accéder directement aux valeurs à utiliser. Par exemple ici, j'ai un lien vers la fiche écartement minimaux. Donc cette fiche, que j'aurais pu également retrouver ici dans les mesures de prévention intrinsèques, va me donner bien sûr des principes, des facteurs à prendre en compte et des valeurs à utiliser. Donc si je veux utiliser dans mon cas, si je veux protéger la main ou les doigts de l'opérateur, je vois qu'il faudrait que je respecte une distance minimum de 100 mm pour protéger la main ou 25 mm pour protéger les doigts. Si jamais cette solution de modifier les formes ne me convient pas, je peux chercher d'autres types de solutions. Par exemple, éloigner le phénomène dangereux vers le haut. Dans ce cas-là, mon système bielle-manivelle, je le mets à plus de 2,70 m du sol, et ainsi toutes les personnes qui passent dans l'atelier seront protégées. Elles n'auront pas accès au phénomène dangereux, elles n'auront pas d'accident. Par contre, en déplaçant ainsi mon mécanisme en hauteur, je crée une situation dangereuse pour le service maintenance. Lorsqu'il faudra graisser les axes, ils seront obligés de travailler en hauteur, et donc là, il y aura un risque de chute de hauteur. Donc c'est ce qu'on me marque ici, un facteur à prendre en compte. Je ne dois pas engendrer d'autres risques. Et pour la maintenance, il faut que je prévoie des moyens d'accès spécifiques.
Alors, de la même manière, dans MakeAppRev, aussitôt, on a accès à une autre fiche qui me présente les moyens d'accès, avec des principes, des facteurs à prendre en compte et des illustrations. Alors, par exemple, ici, si j'ai un angle de 90, il faudra que je mette une échelle à crénoline, ou un escalier, ou une rampe. Si je veux créer un garde-corps, j'aurai ici toutes les valeurs à respecter pour créer ce garde-corps. De la même manière, si je veux créer un escalier, j'aurai accès aux valeurs à respecter en fonction des normes. Voilà. Donc là, ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'on est passé de la mécanique à déjà des informations au niveau de l'ergonomie sur les moyens d'accès à la machine. Alors, si malgré votre ingéniosité, vous n'avez pas réussi à trouver des moyens de prévention intrinsèques, si vous n'avez pas réussi par conception à modifier la machine, à éliminer complètement le danger, alors la loi nous dit qu'il faut utiliser des moyens de protection. Donc, dans votre machine, il y aura toujours un phénomène dangereux, mais il faudra maintenant protéger les opérateurs vis-à-vis de ce phénomène dangereux. Donc là, de la même manière, dans la loi, on vous met qu'en préférence, il faut utiliser des protecteurs, à défaut, utiliser des dispositifs de protection, des protections compensatoires ou complémentaires. Donc dans mon cas, je vais essayer d'utiliser un protecteur. Donc je clique sur la fiche et j'ouvre une fiche de principe de solution. Donc on m'explique ce qu'est un protecteur, ici. Je vois que j'ai des facteurs à prendre en compte pour créer un protecteur comme il faut. J'ai des références normatives que je peux aller consulter en achetant les normes auprès de l'AFNOR en France. J'ai également des liens vers d'autres fiches ou des ressources complémentaires. Et dans les fiches, suivant le besoin, je peux avoir également des outils. Alors dans ce cas-là, j'ai un outil d'aide au choix. Alors pourquoi un outil d'aide au choix? Parce que les protecteurs, si j'ouvre l'onglet ici, je vois que les protecteurs, il y en a 4 types. Les protecteurs fixes, les protecteurs mobiles avec verrouillage, les protecteurs mobiles avec verrouillage et le protecteur réglable. Donc pour choisir, dans MakeAppRev, j'ai un petit outil qui va me montrer comment faire. Donc on me dit, première question, est-ce que je dois protéger des éléments de transmission? Alors dans mon cas, j'avais un système bielle-manivelle, et ce système bielle-manivelle, il n'est pas là pour travailler directement sur les produits, il est là pour transmettre l'énergie entre le moteur et la partie que je souhaite déplacer dans ma machine. Donc c'est bien une protection d'éléments de transmission, oui. Ensuite, on me demande la fréquence d'accès. Alors la fréquence d'accès, pour moi, je dois accéder uniquement pour graisser l'articulation. Donc la fréquence d'accès est faible. Oui, je graisserai qu'une seule fois par mois. Est-il nécessaire d'accéder sous énergie? Eh bien non, pour faire le graissage, la machine peut être à l'arrêt. Donc je clique sur non. Et la MakeAppRev me dit que les protecteurs réglables ne sont pas autorisés. Alors si je reviens ici sur l'arborescence, je vois que le protecteur réglable est grisé. C'est pour me montrer que ce n'est pas la solution à utiliser. Par contre, j'ai donc le choix entre protecteur fixe, protecteur avec verrouillage et protecteur mobile avec interverrouillage. Donc là, je vais faire mon analyse des risques, je vais regarder les différents protecteurs possibles et je vais prendre celui qui est le plus adapté à mon cas de figure. Dans mon cas, ce sera, après analyse, ce sera le protecteur mobile avec verrouillage. Donc là, de la même manière, j'ai toujours les principes, des logigrammes, des facteurs à prendre en compte, des rappels vers les normes, et également une petite vidéo ici. Alors si j'ouvre la vidéo pour mieux comprendre ce que c'est qu'un protecteur avec interverrouillage, je vois que là, dans cette machine, j'ai un phénomène dangereux. Par prévention intrinsèque, je n'ai pas réussi à l'éliminer, et donc j'ai placé un protecteur verrouillagé, une porte ici, entre l'opérateur et le phénomène dangereux. Lorsque l'opérateur ouvre la porte, j'ai un petit capteur ici qui envoie un ordre d'arrêt d'urgence à l'automate et qui commande l'arrêt du phénomène physique. Donc, quand l'opérateur ouvre la porte, ça commande l'arrêt d'urgence et s'arrête le phénomène dangereux. Alors, ce qu'on voit également, c'est que quand l'opérateur va refermer la porte, la machine ne redémarre pas d'elle-même. Il faut que l'opérateur appuie sur le bouton de validation pour que la machine redémarre. Alors, donc, par conception, en plus de faire une machine, il faut que je crée un protecteur et que j'utilise des composants. Donc là, par exemple, j'avais ici un petit interrupteur. Alors, toujours dans la même fiche, je vois que j'ai accès à des fiches complémentaires. Moi, je vais choisir un interrupteur à commande non mécanique.
Donc ici, sur cette fiche, on montre ce que c'est qu'un interrupteur à commandement mécanique. C'est un interrupteur de position magnétique ou inductif pour des applications de sécurité. Alors si je ne sais pas ce que c'est qu'un composant de sécurité, je clique ici et j'ai un petit peu de vocabulaire pour expliquer ce que c'est qu'un composant de sécurité mis isolément sur le marché. Et donc en plus, sur la fiche, j'aurai les informations sur les conseils d'utilisation, de montage, de fixation. Bon, je reviens sur ma fiche protecteur mobile avec verrouillage. Maintenant, j'ai choisi cet élément. Ce protecteur mobile, donc il a fallu que je crée une porte grillagée. Donc il a fallu que je choisisse un grillage pour empêcher l'opérateur de toucher le phénomène dangereux. Mais ce grillage, il faut que je choisisse la maille du grillage. Donc de la même manière, dans mes cas brèves, je vais avoir accès à une fiche atteinte au travers d'ouverture. Donc le but, c'est d'empêcher l'opérateur de passer son doigt, sa main à travers le grillage et qu'il puisse toucher le phénomène dangereux. Donc ici, dans mes cas brefs, toujours, après avoir lu les différents éléments, je vois que j'ai un petit outil d'aide au choix. Je choisis la forme des ouvertures de mon grillage. Dans mon cas, c'est un grillage carré, donc je clique sur carré. La maille de mon grillage, elle est de 25 mm, donc elle est comprise entre 20 et 30 mm. Et mes cas brefs me dit que la distance d'implantation de mon protecteur doit être au moins à 120 mm. C'est-à-dire que pour empêcher que l'opérateur puisse passer son doigt à travers le grillage et toucher le phénomène dangereux, il faut laisser un espace d'au moins 120 mm entre mon système bielle manivelle et la porte grillagée. Je vais revenir à mon protecteur pour voir qu'il y a également d'autres éléments à prendre en compte. Ici, on voit que l'opérateur ouvre la porte. Il exerce donc un effort. Et dans mes cas brefs, je vais pouvoir déterminer si cet effort est trop important pour l'opérateur lorsqu'il va travailler 8 heures devant la machine. Donc, de la même manière, j'ai accès à une fiche qui me donne des informations sur les efforts au poste de travail. Donc là, cette fiche, elle n'est plus dans les phénomènes dangereux d'origine mécanique. Si je la retrouvais, elle serait ici, dans les phénomènes dangereux liés au non-respect des principes ergonomiques. Et je la retrouverai ici, dans les solutions de prévention par rapport à ces phénomènes dangereux liés au non-respect des principes ergonomiques. Elle est ici, effort de manutention. Alors, juste au-dessus, effort au poste de travail. Et là, donc, je vois, j'ai des principes, une démarche qui est reprise de la norme EN 1005-3, et on me dit que la force maximale qu'un homme peut développer en position debout pour tirer est de 145 newtons. Et cette force, je dois la moduler avec différents critères spécifiés ici, et une formule de calcul. Et suivant le résultat de cette formule de calcul, je saurai si l'effort que je demande à l'opérateur pour refaire la porte est acceptable ou contraire à éviter. Et là, dans ce cas-là, je dois totalement modifier ma conception pour que la porte demande moins d'efforts lors de l'ouverture. Dans mes cas brèves, j'ai accès ici à des petites aides pour m'aider à déterminer la valeur de ces coefficients. Une fois que j'ai déterminé les coefficients, je peux reporter toutes ces valeurs ici dans une calculatrice et pouvoir faire le calcul et savoir si ma conception rentre, dans quelle zone rentre ma conception, si c'est vert, jaune ou rouge. Donc, je vais revenir à mon exemple sur les rapprochements de deux pièces. Donc j'étais en train de faire un protecteur et j'ai comme ça les informations sur le protecteur qui m'intéressait. Si jamais la solution de protection ne me convient pas, je pourrais regarder du côté des dispositifs de protection. Donc je clique sur cette fiche. De la même manière, on m'explique le principe d'un dispositif de protection. On m'explique une démarche d'aide au choix. Et on me dit également qu'il y a des restrictions, ici en rouge. Alors si je la lis, on me dit que les dispositifs de protection, ce que je suis en train de consulter, ne sont pas admis pour la protection des éléments de transmission. Donc dans mon cas, c'est un élément de transmission, c'est un système bielle manivelle pour transmettre de l'énergie dans ma machine. Du coup, je ne peux pas utiliser le dispositif de protection. Il a fallu que je reste au niveau des protecteurs. Donc pour ma conception, je ne peux pas le regarder. Mais pour l'exemple ici, je vais quand même ouvrir l'arborescence et voir ce qu'il y a sous l'onglet dispositifs de protection. Alors, sous cet onglet, les solutions sont regroupées, alors non plus par ordre préférentiel de la loi, mais par fonctionnalité, suivant que je veux détecter le contact lorsque l'opérateur touche la machine, le passage lorsque l'opérateur passe une porte, ce qu'on a ici dans la vidéo, une détection de présence,
qu'on a ici, lorsque l'opérateur marche sur un tapis, par exemple, on sait que l'opérateur est dans une zone, ou une protection par éloignement. On oblige l'opérateur, dans le cas d'une vie manuelle par exemple, à appuyer ses deux mains sur des boutons poussoirs, ce qui fait que on sait que ses mains sont à cet endroit et elles ne sont pas dans la machine. Alors si j'ouvre cette famille, par exemple détection de passage, je peux m'intéresser au barrage immatériel pour protéger les bras, comme celui-ci, où à nouveau j'aurai des principes, des caractéristiques, des illustrations sur l'implantation, des facteurs à prendre en compte, des conditions d'utilisation, avec encore du vocabulaire si jamais j'ai besoin d'avoir plus d'informations, de l'implantation et également des informations sur la distance de sécurité à prendre en compte, avec la formule de calcul, l'illustration pour montrer que cette distance de sécurité elle est placée entre le phénomène dangereux et le barrage immatériel qui va contrôler l'accès à la machine. Et pour déterminer cette distance S de sécurité, dans le cas après, j'ai directement une petite calculatrice dans laquelle on va me demander T1, c'est le temps de réponse de la barrière en secondes. Donc, mon barrage immatériel, je vais consulter la notice technique qui est fournie avec, et là, le fournisseur me dit que le temps de réponse est de 0,015 secondes. Ensuite, on me demande le temps de dissipation du danger. Donc, ma machine, je l'ai conçue, et avant qu'elle s'arrête, elle a une inertie de 1 demi-seconde. Je rentre 0,5 secondes et je lance le calcul. Et là, Mecaprev me dit que la distance de sécurité est de 1674 mm. Donc ici, il faut que je mette presque 1,7 m entre le barrage et le phénomène dangereux. Alors attention, avec 1,7 m, je risque de me retrouver dans cette configuration où l'opérateur peut se tenir entre le barrage immatériel et le phénomène dangereux. Donc pour faire face à ça, peut-être qu'il faudrait que je détecte la présence de l'opérateur ici. Alors pour détecter la présence, j'ouvre l'onglet détection de présence et là j'ai différentes solutions. Un barrage horizontal, un laser à balayage, des ondes radio, un tapis sensible ou un dispositif de vision. C'est un nouveau dispositif qui est en train de se développer, où là une caméra stéréoscopique est placée au-dessus de la zone à contrôler. Dans le champ de vision de cette caméra, on va déterminer des zones de détection, et lorsqu'un opérateur traverse cette zone, on commande directement un arrêt du phénomène dangereux. Dans ce cas-là, c'était un robot. Donc voici pour les phénomènes dangereux d'origine mécanique. Alors si on va également consulter les autres phénomènes dangereux et voir les solutions proposées. Par exemple, pour les phénomènes dangereux liés au non-respect des principes ergonomiques, si j'avais un phénomène dangereux lié à l'accès aux machines, je vois que j'ai différentes solutions de prévention. Alors on en a déjà vu tout à l'heure, c'était les accès aux espaces de travail avec les moyens permanents. Si j'avais regardé la partie posture, effort, répétitivité, j'aurais pu également retrouver la fiche sur les efforts qu'on consultait tout à l'heure. Et enfin, dernière famille de phénomènes dangereux présente dans Mecaprev, j'ai les phénomènes dangereux engendrés par le bruit. Donc si j'ouvre cette famille, je vois que les solutions de prévention continuent de respecter la loi. On présente en premier des mesures de prévention intrinsèques, c'est-à-dire comment agir à la source, comment réduire le bruit en modifiant la conception de ma machine. J'ai différentes actions possibles sur les sources aériennes. Je peux agir sur l'écoulement des fluides dans ma machine. Et une fois que j'ai bien lu toutes les fiches de principe, je peux également avoir des fiches exemples. Par exemple ici, une fiche sur l'amélioration de l'écoulement d'air lors d'un captage de poussière. Alors l'originalité des fiches sous l'onglet bruit, c'est qu'on a des fiches illustrant des machines avant, après. Donc ici on a un poste de travail avec une captation de poussière ici, avant, et tel qu'il a été modifié. Avec la modification, avant on avait une captation avec un cylindre, ça a été modifié avec une captation en cône, ce qui a donné pour le poste de travail un gain de 4 décibels. Donc ça, c'est un gain qui a pu être obtenu directement sur la machine en modifiant la forme de la machine, donc par conception, en faisant de la prévention intrinsèque. Par défaut, si on ne peut pas modifier sa machine ou si la réduction est insuffisante, il va falloir trouver des moyens de protection. Par exemple, agir sur la propagation du bruit dans l'atelier. Alors pareil, j'ai à nouveau des fiches de principe
que je peux décliner de différentes manières, sur la propagation aérienne, avec un principe ici. Et pour éviter la propagation, je peux cloisonner ma machine. Et dans cette fiche de cloisonnement, j'ai également des exemples d'applications, par exemple, un cloisonnement raccordé en toiture. Alors pareil, on me montre la situation avant-après. Avant, dans l'atelier, j'avais plusieurs machines qui étaient très bruyantes et qui faisaient que tous les opérateurs présents dans l'atelier étaient soumis à ce bruit important. Alors pour faire face à ça, la solution qui a été choisie, c'était de cloisonner, mettre ici une cloison qui monte jusqu'en toiture, tout autour des 4 machines, ce qui a permis un gain de 8 à 10 dB dans le reste de l'atelier. Mais, en faisant cela, on a créé un nouveau risque. Parce que la remarque qu'on voit ici, comme la cloison elle était étanche, il y avait des problèmes de renouvellement d'air dans cette partie de l'atelier. Il a fallu donc ajouter un dispositif de ventilation renforcée pour cette cloisonnement. Donc on se retrouve, comme tout à l'heure, avec l'éloignement de ma machine vers le haut. Je crée un risque à ce moment-là de chute de hauteur pour la maintenance. Et bien là, en choisissant une solution de prévention, je peux également créer un nouveau risque qu'il faut traiter. Donc, dans la démarche de prévention, édictée par la loi, je dois lister mes risques, les évaluer, leur donner une note, puis trouver des solutions de prévention pour les éliminer ou les réduire, puis faire une nouvelle évaluation pour savoir si c'est suffisamment réduit, et voir également s'il n'y a pas des nouveaux risques qui ont été créés, et ces nouveaux risques, je dois les traiter. Donc c'est comme ça qu'on peut illustrer la démarche de prévention, qui est une démarche bouclée. Donc voici pour l'utilisation de Mecaprev, les différentes fiches qu'on peut voir, les différents liens entre les fiches, et comment on peut avoir beaucoup plus d'informations en cliquant sur les différents liens et en lisant les informations. Alors, autour de ces arborescences et de ces fiches, j'ai également d'autres fonctionnalités. Donc, par exemple, ici, si cette fiche me convient et que je veux la conserver, je peux cliquer ici sur la petite icône impression. Si je clique dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre dans mon navigateur. Cette fenêtre va regrouper toutes les informations qui m'intéressent. Et j'ai également tout en bas le chemin que j'ai suivi pour trouver cette fenêtre. Donc j'ai d'abord cliqué sur phénomène dangereux engendré par le bruit, puis j'ai choisi parmi les moyens de protection une action sur la propagation aérienne, le cloisonnement et la fiche exemple cloisonnement raccordé en toiture. Cette fiche, je peux, grâce aux fonctionnalités de mon navigateur internet, soit la sauvegarder, soit l'imprimer. Alors également, dans Mecaprev, cette fiche, je l'ai trouvée par arborescence, mais j'aurais pu également la trouver en utilisant les mots-clés. Donc je vais l'utiliser, je vais taper cloison, et on voit que dans Mecaprev, les mots-clés sont déjà pré-renseignés. Donc il y a un nombre limité de mots-clés utilisables. Donc je clique sur cloisonnement, et je fais ici la recherche. Mecaprev me trouve 3 fiches qui parlent du cloisonnement, une fiche de principe, une fiche cloisonnement raccordé en toiture que nous avons déjà vue, et une 3e qui parle de confinement d'utilité. Voilà, je peux consulter cette fiche. On me présente un cas de pompe à vide qui était à l'air libre dans l'atelier et qui a été complètement confiné, ce qui a permis de réduire énormément le bruit dans l'atelier. Autre fonctionnalité qu'on a dans Mecaprev, on a donc ici un petit bouton d'aide qui va me donner accès à un manuel utilisateur qui va donc me redonner ce que je suis en train de vous faire, c'est toutes les informations pour utiliser Mecaprev. Vous y avez accès en ligne. Et j'ai également accès à un deuxième fichier qui me rappelle ce qu'est la démarche de prévention. Ça me rappelle la loi. Et ça me redit également où se situe Mecaprev dans cette arborescence, dans ce logigramme de réduction des risques par prévention intégrée. Enfin, sous Mecaprev, tout en bas, j'ai un petit lien qui me permet, c'est un lien de contact pour me partager notre expérience. Alors dans ce lien, vous allez pouvoir bien sûr renseigner votre identité, poser une question ou parler d'un sujet précis, et vous pouvez également joindre un fichier. Alors comme ça, vous pourrez nous partager une conception qui est pour vous exemplaire dans la réduction des risques générés par la machine par rapport aux utilisateurs. Et ainsi, en faisant ça, en nous partageant votre expérience, nous pourrons ensemble enrichir les exemples qui sont contenus dans Mecaprev. Donc voici pour la partie démonstration de Mecaprev sous Internet.
nous allons revenir au PowerPoint ici et passer à la deuxième phase, qui est la phase de questions-réponses. Alors, vous avez posté des questions en ligne et également des questions lors de votre inscription. On va d'abord commencer par les questions notées lors de l'inscription. La première faisait, peut-on utiliser Mecaprev pour mener une analyse des risques? Alors, je vous ai présenté tout à l'heure où situer Mecaprev dans la démarche de prévention intégrée. Donc Mecaprev ne suit pas toute la démarche, ça intervient uniquement pour le choix des phénomènes dangereux. Pour toute la première partie qui est l'identification des phénomènes dangereux, puis l'évaluation des phénomènes en leur attribuant une note. Alors là, il faudra se reporter à soit la directive machine, soit à une norme qui est très bien faite, c'est la norme ISO 12100 qui est distribuée, vendue par l'AFNOR. Et dans cette norme, en annexe, vous allez trouver un tableau qui répertorie les 10 familles de phénomènes dangereux. Et l'intérêt de ce tableau, c'est qu'il est à double entrée, soit avec une vision concepteur, où on va vous donner les principes physiques qui peuvent amener au phénomène dangereux. Par exemple, on voyait tout à l'heure l'accélération d'une pièce, ça va provoquer un phénomène dangereux d'origine mécanique. Mais vous pouvez également vous positionner côté utilisateur et voir les dommages qui peuvent vous être occasionnés. Par exemple, un cisaillement, une coupure ou un happement. Et ainsi, vous pouvez, de 2 moyens différents, déterminer si votre machine contient ce phénomène dangereux. Une fois que vous avez fait la liste complète des phénomènes dangereux, vous leur attribuez une note en fonction de la gravité, vous les classez et vous les reprenez un par un pour trouver des solutions de prévention. C'est là que Mecaprev intervient, pour trouver des solutions de prévention, soit en modifiant la conception, prévention intrinsèque, soit en appliquant les principes de protection dans l'ordre privilégié par la loi, des protecteurs, des dispositifs de protection ou des protections complémentaires. Deuxième question que vous avez posée également lors de l'inscription, est-ce que Mecaprev est utilisable en reconception de machine? Oui. Enfin, quand vous reconcevez une machine, lorsque vous la modifiez, vous vous placez à nouveau dans la posture du concepteur et vous êtes à nouveau soumis à la loi. Donc, faire une analyse des risques, puis trouver des solutions de prévention. Donc, Mecaprev est bien sûr utilisable pour trouver des solutions de prévention, même en reconception de machine. Troisième question posée lors de l'inscription, est-ce que toutes les solutions sont proposées pour un risque choisi? Alors, j'imagine que toutes les solutions sont proposées dans Mecaprev. Alors, dans Mecaprev, tous les principes de solutions sont proposés, sont illustrés, mais par contre, la mise en application, les solutions techniques, les applications techniques, là, il n'y a que quelques-unes qui sont proposées, parce qu'il y en a une infinité. Mais tous les principes, par contre, sont proposés pour un risque donné. Quatrième question, comment sauvegarder une recherche ou des choix dans Mecaprev? Alors, on ne peut pas sauvegarder la navigation complète, mais on peut sauvegarder les fiches une par une, comme je vous montrais, en cliquant sur la petite icône imprimante. Vous avez la possibilité, dans votre navigateur, soit de la sauvegarder sur votre propre ordinateur, soit de l'imprimer au format papier. Mais avant d'aller plus loin, vous avez également posé des questions directement en ligne, notamment sur Mecaprev. Est-ce qu'on peut utiliser Mecaprev sur Apple ou sur une tablette? A priori, non, on ne peut pas utiliser Mecaprev sur une tablette. Il faut que, en fait, Mecaprev, c'est une application en ligne, il faut que votre navigateur soit compatible. Donc après, ça dépend. Si votre tablette utilise un navigateur qui est compatible avec l'application Mecaprev, vous pourrez l'ouvrir à ce moment-là. Alors, une autre question, c'est la fréquence de mise à jour de Mecaprev. Donc là, on fait une veille, et donc dès qu'il y a une norme qui change, on modifie les fiches pour changer les numéros de normes ou pour modifier. Donc, dernièrement, par exemple, je vous ai présenté un dispositif de vision, de détection de présence de personnes par vision. Donc c'est un dispositif qui est assez récent, donc on l'a ajouté récemment sur Mecaprev. Et puis après, suivant le succès, mais il y aura d'autres phénomènes dangereux qui pourront être ajoutés sur l'application. Voici. Donc voilà pour les questions que vous avez pu poser en ligne ou à l'inscription. Donc maintenant, pour aller plus loin, avant de conclure ce webinaire, donc je vous rappelle l'adresse. Donc Mecaprev, c'est une application qu'on peut trouver sur Internet. Vous pouvez la trouver dans votre moteur de recherche en tapant Mecaprev ou alors en rentrant directement l'adresse qu'on voit ici, https://machine-sur.inrs.fr.
Sinon, pour aller plus loin sur les recherches de solutions par rapport à la conception de machines et à la prévention des risques lorsqu'on construit une machine, vous pouvez aller sur le site de l'INRS, ici, inrs.fr. Sous ce site, vous allez trouver un dossier web consacré à la conception et l'utilisation des équipements de travail. En format papier ou en format PDF, nous avons également des brochures, notamment celle-ci, le D6122, qui traite de la sécurité des équipements de travail. Et enfin, si vous voulez être informé au quotidien de l'actualité sur le risque machine, vous pouvez vous abonner à la page LinkedIn Risque Machine. C'est une page qui est éditée par l'INRS et qui vous permettra d'avoir accès à l'actualité sur le risque machine en général. Vous pouvez vous abonner, comme ça à chaque nouvelle mise à jour, vous aurez des informations. Donc ce webinaire se termine maintenant. J'espère vous avoir donné envie d'utiliser Mecaprev ou au moins d'aller les consulter et de parcourir les différentes fiches qu'il contient. Et je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera bientôt en ligne, en replay, sur le site de l'INRS. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.